partons pour Strasbourg. Meeting de Marine Le Pen, où elle doit prononcer un discours d'un instant à l'autre. Marine Le Pen qui vient de faire son entrée dans le Palais des Congrès de Strasbourg. Mes chers amis, c'est toujours un très grand bonheur. Le dimanche est devenu un rendez-vous incontournable de cette campagne où je peux venir vous voir, traverser nos villes à la rencontre des Français. Je voudrais faire un salut puisque nous sommes suivis, comme vous le savez, sur Internet, à nos compatriotes d'outre-mer, à nos compatriotes de la Réunion que je viens de quitter notamment. Mais aussi, bien sûr, aux Français qui nous suivent de l'étranger. Internet a une importance particulière, puisque c'est grâce aussi à Internet que beaucoup de nos compatriotes peuvent se faire une opinion, sans caricature, sur les idées qui sont les nôtres, sur le projet qui est le mien. Et heureusement qu'il y a Internet, mes chers amis. Lorsque l'on voit les temps de parole qui ont été accordés du 1er au 27 janvier dans les journaux et les magazines des chaînes de télévision généralistes et d'information continue aux différents candidats. Hollande, 58 heures et 20 minutes. Sarkozy, 55 heures et 36 minutes. Bayrou, 13 heures et 25 minutes. Et Marine Le Pen, 11 heures et 30 minutes. Voilà. Alors, vous voyez, mes amis, qu'il est évident que si nous comptons sur la soi-disant équité, qui devrait être pourtant celle, et notamment du service public, eh bien, nous aurons le plus grand mal à aller à la rencontre de tous nos compatriotes. Je crois savoir que pour le mois de janvier, sur les reportages et émissions politiques de TF1, j'ai eu droit à 3% du temps de parole. Et sur France 2, je crois que c'était un tout petit peu mieux, ça devait être 3 minutes 26. 3 secondes. Voilà donc un petit peu la manière dont nous sommes obligés de nous battre. Et parce que je suis en train de parler d'Internet, parce que vous le savez, je défends la liberté d'Internet, parce que je vois bien, et vous voyez bien que c'est un média alternatif, que c'est celui où peut exister et se diffuser la liberté de la parole et de l'expression. Eh bien, je profite de cela pour lancer un signal amical à un site Internet qui n'est pas du Front National, mais dont les administrateurs aujourd'hui sont victimes d'une véritable persécution judiciaire, à savoir nos amis de F de souche. Comme vous savez, j'ai souvent l'occasion de venir à Strasbourg, au Parlement européen, et j'ai à chaque fois le même plaisir de m'y trouver. J'aime aller, moi qui aime tant flâner dans le quartier de la Petite France, je suis venu vous parler de la Grande France. Peut-être ici, plus qu'ailleurs encore, on sent l'âme de la France. Parce que votre terre alsacienne, tant malmenée dans notre histoire nationale, a toujours eu le cœur patriote. Elle a toujours cru dans sa bonne étoile française.
Elle n'a jamais renoncé à l'amour de la France. Je vous parle d'amour de la patrie, et quel meilleur symbole que Strasbourg pour s'arrêter quelques instants pendant cette longue campagne présidentielle sur ce moteur essentiel de mon action politique, de votre adhésion à mes idées et à ma candidature. Oui, l'amour de la patrie est au cœur de ma démarche. Je le clame, je le revendique, je l'assume pleinement. Mon projet d'espérance pour la France est totalement porté par cet amour de la patrie. Je dis haut et fort mon amour de la patrie, même si, vous le savez bien, c'est quand on parle de l'amour de la France, quand on l'a chevillé au cœur comme moi, qu'on s'offre le plus directement aux assauts violents du système. Le système n'aime pas que l'on parle de son attachement à la France. La nation est devenue un objet honni, de même que le peuple devient un hideux personnage qui ne comprend jamais rien, qui grogne, qui gêne, bref, que l'on souhaiterait mettre au placard. Et vous le savez tout aussi bien que moi, dans notre pays, parler de la nation, parler de ses couleurs, parler de sa puissance, c'est s'exposer aux pires insultes. Prononcez le mot nation et l'on vous taxera de belliciste, de dangereux nationaliste. Dites votre souhait de défendre les Français avant le reste du monde et l'on vous dira au mieux que vous êtes xénophobe, au pire que vous êtes raciste. Mais je vous le dis avec force, ne vous arrêtez pas aux caricatures, n'écoutez pas l'insulte de ceux qui veulent qu'on dépasse la France et qu'on l'enterre au cimetière des idées rances, au cimetière des causes perdues. N'écoutez pas ceux qui vous disent que notre pays ne peut plus rien. C'est qu'en réalité, ils ne veulent plus rien pour vous. Et qu'en oubliant la France et les Français, ils serviront d'autant mieux leurs maîtres, les puissances d'argent et l'oligarchie à laquelle ils appartiennent. N'écoutez pas ceux qui nous insultent, mes chers amis. Tous défendent le même but, préserver le système en place. Ils ne méritent pas notre attention. Ne cherchez même pas à leur répondre et continuez votre chemin militant. Alors, comme partout où me porte la campagne présidentielle, je suis venu vous parler de mon amour de la France et des Français. Car mon projet tout entier est fondé sur l'idée que l'on doit se battre d'abord pour la France, d'abord pour les Français. Je parle d'amour de la France et des Français quand je parle de sortir la France des griffes des marchés financiers et de retrouver la croissance. Je parle d'amour de la France et des Français quand je donne mes solutions protectionnisme pour réarmer notre pays dans la mondialisation. Je parle d'amour de la France et des Français quand je construis un projet pour redonner l'espoir aux catégories populaires et aux classes moyennes, pour rétablir l'ordre sur le territoire, pour relever l'école de la République. Je parle d'amour de la France et des Français quand je parle de la nécessité d'arrêter l'immigration. J'entends déjà les commentaires médiatiques sur ce discours. À Strasbourg, Marine Le Pen revient à ses fondamentaux. Oui, vous verrez, on dira que je retourne à mes fondamentaux parce que j'évoque les sujets qui intéressent les Français et que les autres candidats désertent. L'immigration, l'insécurité, la laïcité bafouée. Fondamentaux comme si depuis le début de la campagne, je ne parlais que de sujets secondaires. Comme si le seul sujet sur lequel nous étions légitimes à nous exprimer était celui de l'immigration. Mais non, tous les sujets que j'aborde sont des sujets fondamentaux. Tous les tabous que je brise au fil de mes discours sont des sujets fondamentaux. Je parle simplement de tout. J'ose aborder tous les sujets, même ceux qui fâchent nos élites. Mon projet est global et je veux qu'on voit partout la cohérence, qu'on en voit partout la force qui fait vaciller, ça ne vous aura pas échappé, et demain, je l'espère, fera tomber un vieux système qui tremble. L'immigration, ce sera, paraît-il, un des sujets au cœur de la campagne de notre vrai faux candidat Nicolas Sarkozy. Il paraît que ce cher M. Sarkozy
a décidé de faire quelque chose contre l'immigration. Qui a dit en 2006, je cite, hein, les Français savent que les violences qui ont éclaté dans nos banlieues à l'automne dernier ne sont pas sans rapport avec l'échec de la politique d'immigration et d'intégration. Devinez, Nicolas Sarkozy. Alors ministre de l'Intérieur depuis 4 ans tout de même à l'époque, hein, en charge justement de ces questions d'immigration et de sécurité. Qui a dit en 2007, je cite toujours, la France n'est pas seulement une démocratie où seul compte la loi de la majorité, c'est une république avec des principes et des valeurs. Qui a dit, pour faire venir sa famille, il faudra un logement, un travail, mais il faudra aussi apprendre le français avant de venir dans notre pays. Nicolas Sarkozy, candidat à la présidence de la République, mais oui. À l'époque, il était ministre de l'Intérieur depuis 5 ans. Qui a dit en 2010, dans son fameux discours de Grenoble, je cite toujours, enfin il faut le reconnaître, je me dois de le dire. C'est bien, il avait mis 4 ans. Hein. Nous subissons les conséquences de 50 années d'immigration insuffisamment régulée qui ont abouti à un échec de l'intégration. Nicolas Sarkozy, président de la République depuis 3 ans, à l'époque en charge des questions d'immigration depuis 8 ans. 2011, je cite encore, excusez-moi, je suis un peu cruel, mais... La France accueille chaque année 200 000 immigrés en situation légale, c'est trop. C'est l'équivalent d'une ville comme Rennes. J'avais déjà entendu ça quelque part d'ailleurs. Hein. Ah ben là c'est Claude Guéant, ministre de Nicolas Sarkozy, lui-même en charge des questions d'immigration depuis 9 ans. 9 ans. Et oui, mes chers amis, il manque cruellement d'originalité. Ils pensent qu'ils peuvent faire le même coup, refaire le même coup, puis le refaire sans cesse, indéfiniment. Dans le cadre d'une impunité totale dont on sait que c'est la spécialité des récidivistes, et même des multi-récidivistes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'ailleurs de regarder, de voir un article dans le Figaro. Je ne sais pas ce qui était arrivé aux journalistes du Figaro cette fois-ci. Espèce d'audace incroyable. Ils avaient récupéré les questions du contrat, vous savez, que vous devez remplir pour devenir français. Le niveau des questions était tellement pitoyable que... J'avoue que quand on relit ce que disait Nicolas Sarkozy, ça fait quand même un peu frémir. Alors pourquoi est-ce qu'ils vont refaire le même coup? Tout simplement parce qu'ils sous-estiment le peuple français. Ils sous-estiment sa perspicacité. Et puis ils surestiment leur tactique de communication. En réalité, ils se surestiment eux-mêmes. Nous sommes en 2012. Cela fait 10 ans maintenant qu'on nous chante le même discours. 10 ans que Nicolas Sarkozy est en charge des affaires d'immigration et d'insécurité. 5 ans comme ministre de l'Intérieur, 5 ans comme président de la République. 10 longues années, mes amis. 10 longues années. Et il nous explique aujourd'hui, pour la 50e fois, peut-être que l'immigration est un problème et qu'il va falloir s'en occuper. Mais quand? En 2020? En 2030? En 2050? Eh oui, parce que les Français lui ont donné déjà maintes fois le mandat de changer les choses. Il en avait la pleine possibilité, il n'a rien fait. Rien fait alors qu'il avait la majorité. Pas organisé à l'époque de référendum. Il a même été largement élu en 2007 pour cela. Mais qu'a-t-il fait depuis ? Puisque Nicolas Sarkozy semble aujourd'hui découvrir ce que c'est que les valeurs, il pourrait peut-être se pencher sur la valeur de la parole donnée et y réfléchir. Qui peut croire une demi-seconde qu'il fera demain ce qu'il n'a pas voulu faire hier? Personne, bien sûr.
Il voudrait maintenant réformer par référendum. Il découvre le référendum. Mais, excusez-moi mes chers amis, mais n'est-ce pas lui qui a poignardé le nom français à la Constitution européenne en 2008 ? Lui qui n'a pas fait un seul référendum en 5 ans en expliquant en off que le référendum c'est trop dangereux. Bah oui, vous comprenez, le peuple, c'est dangereux le peuple. Est-ce que c'est pas lui qui a fait retirer de la Constitution le référendum obligatoire à tout nouvel élargissement de l'Union européenne? Si, c'est lui. N'est-ce pas lui qui est intervenu en Grèce il y a quelques semaines, alors que la Grèce voulait demander son avis au peuple grec pour faire supprimer le projet de référendum? C'est encore Nicolas Sarkozy. Est-ce que ce n'est pas lui qui aujourd'hui est en train de nous imposer un traité qu'il est en train de fabriquer avec l'Allemagne sans consulter le peuple? Mais s'il voulait faire des référendums, il pouvait en faire, Nicolas Sarkozy, pendant 5 ans. Sur l'immigration, nous n'attendions que cela, et les Français n'attendaient que cela. Sur les plans de renflouement qu'on nous impose tous les quelques mois maintenant pour aller sauver l'Irlande, le Portugal, la Grèce, 60 milliards déjà que nous avons empruntés pour les verser dans le puits sans fond, 30 milliards encore dans quelques semaines qu'on va encore nous réclamer. Tout ça pour imposer des cures d'austérité aux Français pour l'instant, petite cure d'austérité, parce qu'on est avant l'élection présidentielle. Mais demain, grosse cure d'austérité. Et si vous voulez un exemple de cela, regardez donc ce qui est en train de se passer en Grèce. Regardez ces Grecs, sous la domination, sous la botte de la Troïka, la BCE, le FMI, l'Union européenne. Réduction de 20 à 25% des salaires, y compris le salaire minimum qui a déjà baissé de 20% depuis 2009 et qui amène le SMIC à 500 € par mois. Alors que les coûts de la vie sont les mêmes en Grèce qu'en France. Réduction de 20% des retraites, de toutes les retraites de plus de 1 000 € par mois. Réduction de 20 à 30% des retraites complémentaires supérieures à 150 € par mois. 1 milliard d'économies sur les médicaments, des privatisations massives. Eh bien, on aurait pu leur demander leur avis. À nous aussi, on aurait pu nous demander notre avis. Parce que, croyez-moi, mes chers amis, les Grecs sont en train de vivre notre futur. Ne croyez pas que nous échapperons à cette spirale. Et tout ça pour sauver le veau d'or, l'euro. Le sacrifice des peuples pour sauver leur monnaie. Alors aujourd'hui, Nicolas Sarkozy nous parle d'un référendum sur l'immigration. Il ne s'agit pas d'ailleurs de demander aux Français ce qu'ils en pensent. C'est de savoir si c'est le juge administratif qui que ou le juge judiciaire. Bon. Il utilise en réalité une nouvelle fois l'immigration comme un thème électoraliste. Mais je crois qu'il se trompe lourdement. Parce que la lutte contre l'immigration n'est pas un thème de campagne. C'est évidemment une impérieuse nécessité que nous avons trop retardée maintenant. Moi, je veux agir sur ce sujet, comme sur les autres. Je ne veux pas qu'on passe le prochain mandat à tergiverser pour mieux reculer et laisser l'immigration exploser comme sous les précédents mandats. Allons-nous perdre en ce domaine encore un mandat supplémentaire? Si je dis qu'il faut maintenant agir contre l'immigration, c'est bien sûr parce que je veux défendre notre culture, notre civilisation, qui est un héritage inestimable. Je veux défendre notre identité, dont je dis clairement qu'aujourd'hui elle est menacée. Et cela, chacun le comprend. On ne peut pas accepter que le peuple français soit chaque jour un peu plus heurté par le déferlement de cultures qui ne sont pas la sienne, obligé de se soumettre dans son propre pays. Mes chers amis, le seuil de tolérance a été atteint depuis bien longtemps déjà en matière d'immigration. Mais il y a une autre raison tout aussi impérieuse aujourd'hui. Stopper l'immigration, c'est aussi une urgence sociale. Vous savez, ceux qui refusent de voir la souffrance des Français face à l'immigration massive
ne mérite pas de les diriger, particulièrement lorsqu'ils traitent cette souffrance par le mépris et par l'injure. Arrêter l'immigration, mes amis, je vous le disais, est une urgence sociale. Vous le savez très bien, la solidarité n'est pas un sentiment qui va de soi. L'homme est un loup pour l'homme, disait-on, et c'est bien cela, malheureusement, l'état naturel de l'homme. La solidarité est un sentiment qui n'existe que lorsqu'une société se trouve une communauté de valeurs, un socle culturel commun dans lequel chacun se reconnaît. Et depuis que nos sociétés sont organisées en nations, la nation est le cadre naturel de l'exercice de la solidarité. Les choses sont aussi simples que cela. La sécurité sociale, tout notre système de protection sociale, notre consentement à l'impôt repose sur ce principe. Nous n'acceptons de payer les uns pour les autres, de nous assurer les uns les autres contre les risques de l'existence, de nous protéger les uns les autres que parce que nous nous reconnaissons membres d'une même famille. Et cette famille, c'est la France, mes amis. Je vous le dis sans fioriture, l'immigration massive porte en elle les germes d'une destruction de notre solidarité nationale. Or, c'est 10 millions d'étrangers qui ont été accueillis dans notre pays dans les 30 dernières années. Pour toutes ces raisons, dénonçons le mensonge des immigrationnistes. On ne peut pas défendre notre modèle social et dans le même temps vouloir continuer l'immigration, c'est impossible. On ne peut pas accueillir 1 million d'étrangers en 5 ans. Légalement, en régulariser 160 000 sans mettre en cause l'équilibre de nos finances publiques. Alors, pourquoi refuse-t-il de parler d'immigration dans cette campagne autrement que sous l'angle de l'électoralisme, quelques semaines avant le vote? Mais pour une raison très simple, l'UMP et le PS, le centre, mènent là strictement la même politique. À quelques centaines près, ils sont d'accord sur les chiffres de l'immigration légale. Ils sont d'accord pour la régularisation au cas par cas, que j'ai appelée la régularisation massive au cas par cas. Parce que 32 000 régularisations par an de clandestins, ce n'est pas du cas par cas. C'est évidemment absolument massif. Hollande est d'accord, que la Sarkozy est d'accord, François Bayrou est d'accord. La façade est peut-être différente, mais derrière les discours, la réalité est absolument identique. Et pas une feuille de papier à cigarette ne sépare l'immigrationniste forcené de gauche et l'immigrationniste forcené de droite. Sauf qu'il y en a un qui assume et l'autre qui en a honte. Alors aujourd'hui, le pouvoir fait entrer l'équivalent de la ville de Rennes chaque année en France. Et encore une fois, je ne parle que de l'immigration légale. En leur temps, les socialistes faisaient déjà entrer la ville de Perpignan chaque année. Bon, c'est vrai, Rennes n'est pas Perpignan. La ville a grossi, comme les flots d'immigration admis chaque année dans notre pays. Perpignan il y a 10 ans, Rennes aujourd'hui, demain quoi? Strasbourg? Puis Lyon? Paris? Sarkozy, c'est le monsieur plus de l'immigration. Vous étiez comme moi, vous n'aviez rien compris. Vous n'aviez rien compris, moi non plus. Parce que s'il a créé un ministère de l'immigration à son arrivée en 2007, Nicolas Sarkozy, c'était pas pour la réguler, mais pour la développer. C'est pour ça qu'il avait choisi M. Besson. Un ministère spécialement chargé de promouvoir l'immigration, tâche qui est aujourd'hui dévolue au ministre de l'Intérieur, l'ineffable Claude Guéant. Alors oui, je pense que les Français, perdus en début de mandat dans les brumes d'une communication ultra abondante, ont aujourd'hui sorti la tête de la fumée. Ils ne sont plus dupes des petits numéros de manipulation de M. Guéant et Sarkozy. Ils ne croient plus un instant à l'imposture défraîchie de la droite populaire. Vous savez, cette agence de communication
qui vise à ramener les électeurs déçus vers Nicolas Sarkozy. Les Français voient clairement la réalité. Jamais l'immigration n'a été aussi forte qu'aujourd'hui. Et même le journal Libération est obligé d'admettre que c'est bien moi qui donne les vrais chiffres de l'immigration en hausse continue quand le ministre de l'Intérieur sort des chiffres de son chapeau comme d'autres en retirent des lapins. Or, vous le savez très bien, vous êtes les plus lucides, vous êtes les premiers à avoir compris. En jouant la carte de l'immigration de masse, le gouvernement actuel ne fait que réaliser le projet du grand patronat, dans ce domaine comme dans tous les autres d'ailleurs. Aucune politique de fermeté n'est à attendre à l'égard de l'immigration, n'est à attendre de la part d'un gouvernement qui est aussi soumis aux intérêts de la finance et du grand capital, parce que, bien évidemment, qui réclame toujours plus d'immigration? Qui a besoin d'une main-d'œuvre bon marché, docile, à souhait? Mais le MEDEF de Laurence Parisot, bien sûr, le grand patronat, et Jacques Attali aussi, qui nous voudrait tous nomades. Vous savez, Attali, que j'avais appelé Attila. Quand il passe, plus rien ne repousse. Alors évidemment, ne nous étonnons pas que si les meilleurs amis du grand patronat, Nicolas Sarkozy et la bande du Fouquet's, organisent une immigration aussi massive, c'est qu'ils y trouvent un intérêt. Après tout, peu leur importe, les citoyens. Ils ont déjà dépassé ça. Ce qui les intéresse, ce sont en réalité les forces de production et de consommation, français, étrangers, clandestins. Tant que ça travaille à bas prix et que ça consomme, croyez-moi, ça leur va. Et comprenons quel rôle est laissé à la gauche dans ce petit théâtre. Donner un alibi moral à la sordide politique d'immigration, mettre du rose dans les mots pour mieux cacher la noirceur du modèle ultralibéral, verser du miel pour masquer l'acidité du projet mondialiste qui veut toujours et toujours plus d'immigration afin d'assouvir sa soif de profit et de rentabilité. Un système bien conçu de leur part, où l'on embauche des étrangers au salaire minimum, les transformant d'ailleurs ce salaire minimum au passage pour tous en salaire maximum, puisque la société bonne fille offre les moyens de subsistance. École gratuite, université gratuite, soins gratuits, logements sociaux gratuits, pas pour tout le monde. Pas pour ceux, évidemment, qui sont obligés de payer pour entretenir cette ruineuse politique. Voilà les rôles dévolus à la droite et à la gauche dans ce scénario. Et ne nous étonnons pas, donc, si leurs politiques, au final, sont exactement les mêmes. L'immigration massive bouscule les Français dans leur identité. Elle les blesse dans leur culture. Elle les choque dans leur mode de vie. Oui, il y a une culture française. Il y a dans notre pays des valeurs républicaines. Il y a des façons de vivre. Il y a des traditions. Il y a une histoire. Il y a des habitudes, des paysages, des mœurs, des codes. Et il n'y a aucune raison que nous en ayons honte. Il n'y a aucune raison que nous en ayons honte. Il n'y a aucune raison que nous soyons obligés de nous plier aux exigences des derniers arrivés. À Rome, fais comme les Romains. C'est ce qu'aurait répondu Ambroise à Augustin qui lui demandait s'il était préférable que le jour de repos soit pris le samedi comme à Milan ou le dimanche comme à Rome. À Rome, fais comme les Romains. Français, au fond de vous, vous le savez bien, personne d'autre que moi n'aura le courage de régler ce problème. Personne d'autre que moi n'aura le courage de s'attaquer au dossier de l'immigration massive, qu'elle soit légale ou illégale. Personne n'aura le courage de mettre en place une politique dissuasive d'immigration en coupant l'ensemble des pompes aspirantes de l'immigration mise en œuvre par l'UMP et le PS. Alors nous allons
nous allons rompre avec la politique des apprentis sorciers. Un pays qui compte 5 millions de chômeurs, 8 millions de pauvres et plus d'1 million de foyers en attente d'un logement social ne peut pas se permettre un tel laxisme migratoire. Un pays où un tiers des Français ne se soignent plus correctement parce qu'ils n'en ont plus les moyens, ne peut plus prendre en charge les soins des centaines de milliers de gens poussés par l'immigration sanitaire. Et parce que ce débat est tabou en France, c'est au Royaume-Uni qu'il faut aller voir pour connaître la vérité. L'évidente vérité, celle que seuls nous disons depuis des années et des années aux Français, il y a bien un lien entre immigration et chômage. C'est une étude officielle britannique toute récente qui le révèle. Sur les 5 dernières années, 160 000 Britanniques n'ont pas trouvé d'emploi à cause de la concurrence due à l'immigration. Voilà la vérité. L'immigration n'est pas la première cause du chômage, mais elle y contribue. Elle l'aggrave en période de pénurie d'emploi. Elle pèse de surcroît à la baisse sur les salaires, et c'est tout à fait normal, puisque le principe même de la présence de ces étrangers, cette volonté du patronat de les faire entrer toujours plus nombreux dans notre pays, c'est bien qu'il y a un intérêt. L'intérêt, c'est que le marché du travail est un marché, et comme tous les marchés, ça fonctionne avec l'offre et la demande. Il est évident que plus il y a de personnes qui réclament un emploi, et plus celui qui va accorder l'emploi a la possibilité de faire pression pour l'embaucher au salaire le plus bas possible. Par conséquent, plus il y a d'étrangers qui entrent alors que nous avons un chômage de masse, et plus évidemment les salaires dans notre pays baissent. 1% de salaire en plus. C'est une étude qui avait été rédigée par les États-Unis. 1% d'immigration en plus et 1% de salaire en moins. Il ne s'agit pas là d'accuser les immigrés. Il s'agit là d'accuser ceux qui ont organisé cette immigration. Il s'agit là d'accuser les responsables politiques de cette immigration. Alors continuer comme cela, c'est évidemment une folie. Et si nous voulons arrêter, ça n'est pas parce que nous sommes portés par une haine quelconque, par une xénophobie quelconque. Nous ne sommes portés que par l'amour de notre peuple, qui a le droit à notre protection. Alors mes amis, je m'engage en 5 ans à réduire drastiquement l'immigration légale, que je ramènerai de 200 000 entrées par an à 10 000 entrées par an en 2017. Ces 10 000, qui m'apparaît être le seuil incompressible, seront concentrés sur les étudiants les plus talentueux de la planète, sur de vrais amoureux de la France, sur des artistes de talent, sur des chercheurs ou des experts qui apporteront au génie de notre nation. Quant à l'asile, il sera divisé par 5 en 5 ans, tant il est aujourd'hui utilisé de manière excessive, abusive, et représente en réalité une nouvelle porte d'entrée de l'immigration. Nous mettrons fin à l'absurdité du regroupement familial et nous passerons des accords avec les pays pour que les étrangers criminels effectuent leur peine dans leur pays et non en France. Je voudrais quand même vous rappeler, là aussi je suis cruel, mais on n'échappe pas à son bilan, que c'est Nicolas Sarkozy qui a fait supprimer, soi-disant, la double peine, suppression réclamée par la gauche, et que même la gauche n'avait jamais osé mettre en place, et qui nous a obligés, nous, peuple de France, à continuer
a contribué à la vie de criminels condamnés dans notre pays et qu'on ne pouvait plus expulser à leur sortie de prison dans leur pays. Mais c'est insensé comme mesure. C'est Nicolas Sarkozy qui a fait cela. C'est lui qui a mis en danger. C'est lui qui a mis en danger des Français en laissant ces criminels rester sur notre territoire, en ayant la cruauté de nous demander, en plus, de subvenir à leurs besoins. Eh bien, voyez-vous, ça, moi, je ne l'oublie pas. Ça, je ne l'oublie pas. Alors effectivement, nous négocierons avec les pays pour que les criminels fassent leur peine dans leur pays, parce que non seulement la France n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde, comme disait l'autre, mais elle n'a pas vocation non plus à accueillir toute la criminalité du monde. Nous réglerons le problème, mes chers amis, des régularisations de clandestins. De la manière la plus simple qui soit, le choix ne sera pas entre la massive régularisation massive ou la massive au cas par cas. Il n'y aura plus de régularisation possible en France. Je ferai voter la suppression de la loi permettant la régularisation qui disparaîtra de notre droit national. Pour une raison simple, c'est que lorsqu'on vient dans un pays et qu'on en vient en violant les lois, lorsqu'on se maintient dans un pays en violant les lois, eh bien on ne doit pas pouvoir être régularisé. Si l'on veut, on demande, et si l'on n'obtient pas, on reste chez soi. Quant à l'acquisition de la nationalité française, elle ne sera plus automatique. Nous supprimerons donc le droit du sol. La nationalité, si l'on n'en a pas hérité de ses parents ou de l'un de ses parents, devra se mériter. Et au moins, quand on deviendra français, c'est parce qu'effectivement, on l'aura mérité et pas, comme c'est trop souvent le cas, par hasard. Il faudra bien entendu que la France retrouve la maîtrise de ses frontières, parce qu'on ne fera rien dans le domaine de l'immigration, comme dans les autres d'ailleurs, tant que notre pays ne pourra pas contrôler ses frontières. Contrôler ses frontières, maîtriser ses frontières. J'entends à chaque fois me dire « Alors Madame Le Pen, vous voulez fermer les frontières ?» Oui, accessoirement, si c'est nécessaire. Mais avant de pouvoir les fermer, il faut déjà que je les contrôle. Il faut déjà que je les maîtrise. Pour pouvoir avoir une autorité quelconque dans ces domaines-là, encore faut-il avoir une maîtrise quelconque. Et pour ça, évidemment, il faut mettre fin aux accords de Schengen, qui sont une cause essentielle de la clandestinité, mais pas seulement, de la drogue aussi, et de la criminalité. Écoutez, mes amis, nous avons un peu de recul. Nous avons un peu de recul maintenant pour nous apercevoir que la libre circulation voulue par Bruxelles aura aussi été la libre circulation des criminels et de leurs réseaux. Et puis je vous le dis tout spécialement ici à Strasbourg, c'est au peuple français et non à des technocrates non élus, c'est au peuple français et non à je ne sais quelle juridiction européenne de décider de la politique de la France. C'est au peuple français et non aux juges des cours européennes de décider de la politique d'immigration de la France, de savoir qui peut entrer et qui peut rester, s'installer, travailler sur notre territoire national. C'est au peuple français de décider des conditions et du niveau d'exigence imposés aux candidats à l'immigration. Oui, j'arracherai des mains des juges la politique de la France. Le seul souverain légitime en France est et restera
le peuple. Alors nous renégocierons la Convention européenne des droits de l'homme, et en particulier son article 8, parce qu'il est utilisé en toutes circonstances par les associations de promotion de l'immigration pour accroître l'immigration en France. Cet article 8 est utilisé en toutes circonstances pour nous empêcher, justement, d'avoir la maîtrise de l'immigration. Et d'ailleurs, tiens, parlons-en de ces associations. Hein, ces fameuses associations qui n'associent plus grand monde, d'ailleurs, si ce n'est les intérêts d'une petite intelligentsia parisienne. Il faudra aller regarder de très près dans leurs comptes. Toutes ces associations qui ont un objet social communautariste, qui visent à promouvoir l'immigration et notamment clandestine. Ont-elles vocation à être financées par l'argent public? Ont-elles vocation d'ailleurs à s'attaquer à des élus, à intervenir dans le débat public, financés par l'argent public? Mais écoutez, les choses seront claires. L'État ne leur versera plus un euro. Parce qu'il n'est pas acceptable d'arroser de subventions publiques des associations qui ne jouent pas le jeu de la République. Parce qu'il y a des priorités à clairement assumer aussi en période de disette budgétaire. L'argent public doit être réservé à de vraies causes utiles aux Français, à des associations vraiment utiles à la communauté nationale. Je pense notamment aux associations de soutien aux sans-abri, aux associations d'aide aux personnes âgées abandonnées, aux associations d'aide aux victimes de la délinquance et de la criminalité, aux petits clubs sportifs. Ce sont ces associations-là que l'État devra aider bien davantage. Alors rompre avec des décennies de laisser-faire migratoire, voilà mon engagement. Je veux rendre la France aux Français, assurer la pérennité de notre identité nationale, de notre culture. Je veux rendre aux Français la maîtrise de leur sol, comme je veux leur rendre leur sécurité. Vous savez, mes amis, il ne faut pas que vous soyez dupes, vous non plus, de la caricature qui est faite par un certain nombre de médias et par, évidemment, l'ensemble du système politique français. Tous les jours, je suis arrêté par des Français d'origine étrangère, tous les jours, qui me disent « Madame Le Pen, vous êtes notre seul espoir. Madame Le Pen, la France que nous avons choisie, celle où nous avons choisi de vivre, celle dont nous avons demandé et obtenu l'adoption, est en train de ne plus être la France. Tout ce qui nous a fait aimer la France, tout ce qui a fait que nous avons voulu devenir des filles et des fils de France est en train de disparaître. Et croyez-moi, ces Français d'origine étrangère qui travaillent, qui ont des enfants, qui vivent eux aussi dans l'angoisse du lendemain, qui ont peur eux aussi du chômage, qui voient eux aussi le système de protection sociale s'effondrer, qui eux aussi craignent pour leurs petits, eh bien, dans cette grande mission de redressement de la France, croyez-moi, mes amis, ils sont à nos côtés. Il y a un autre sujet dont les candidats rechignent aussi à parler, d'ailleurs on n'entend plus du tout parler. C'est pourtant essentiel dans la vie des Français, c'est leur sécurité. Ou plutôt la terrible insécurité qui les frappe, eux, leur vie, leur famille. Qu'a donc fait aussi là le pouvoir en place? Où sont donc passées les belles promesses de 2007, les discours martiaux de 2008, les propos musclés de 2009, les nouvelles promesses de 2010, les menaces viriles de 2011, en attendant d'ailleurs le nouvel enfumage de 2012. Qu'a-t-il donc fait, mes chers amis? Je vous le demande. Rien, bien sûr. Bien sûr, s'il a fait quelque chose, il a fermé les commissariats et les gendarmeries.
il a supprimé des milliers de gendarmes et de policiers. Après l'inertie totale de Jacques Chirac, nous avons eu droit au démantèlement programmé de la sécurité par Nicolas Sarkozy. Mais moi, j'ai une seule question à poser à ceux qui ont voté pour Nicolas Sarkozy en 2007. Avez-vous voté Sarkozy pour ça? L'avez-vous élu pour ça? Les violences contre les personnes, qui sont les vraies violences, les inadmissibles violences, n'ont jamais autant augmenté, en hausse, année après année. Les émeutes que la France ignorait encore il y a 10 ans se sont généralisées. Villiers-le-Bel, Grenoble, mais personne n'a oublié. Les armes, de plus en plus souvent des armes de guerre, ont envahi nos banlieues. J'entends encore les promesses de Nicolas Sarkozy nous expliquant qu'avec un instrument qui projette de l'eau, il allait pouvoir nettoyer les banlieues des racailles. J'entends encore les promesses d'aller nettoyer les caves des armes qui s'y trouvent. J'ai la tête pleine de ces promesses. Et je ne vois que la réalité, comme vous. La barbarie qui se déchaîne dans ces zones de non-droit que la République a désertées. Les services publics qui n'y entrent plus, les bus, obligés d'être protégés par des cars de police, les forces de l'ordre sur la pointe des pieds, la peur au ventre, avec l'ordre de se faire les plus petites possibles. Et nos campagnes, autrefois épargnées, sont elles aussi maintenant touchées toutes, sans aucune exception. Les voitures aussi, maintenant, y brûlent. Les cambrioleurs, les braqueurs aussi, maintenant, y sévissent. Les bandes aussi, y sèment la terreur. J'ai été saisi d'une affaire, somme toute, ô combien banale dans la France de Nicolas Sarkozy. Le problème du club de tir local de Merzwiller. Une association de tir victime de dizaines de dégradations et de vols toutes les semaines, menacée depuis 1 an, systématiquement. Cette zone devenue une zone de non-droit, le bâtiment saccagé. Ces hommes et ces femmes ont porté plainte 20 fois dans le désert. Excédés par l'inertie, ils ont interpellé la presse et ils ont créé un blog où ils ont lancé un véritable SOS. Le lendemain de l'ouverture de ce blog, le Clubhouse a brûlé. Ce sont des milliers de cas comme celui-là que l'on étouffe, que l'on minimise, de peur de la légitime colère du peuple français. Plus un seul reportage sur la violence à la télévision, plus un seul reportage sur l'insécurité, plus un seul dossier sur ce sujet pourtant fondamental qui nous touche tous, quel que soit notre âge, quelle que soit notre classe sociale, quelles que soient nos origines, quel que soit l'endroit où nous vivons, dans les grandes villes ou dans les grandes campagnes. Plus un mot. Ah, vous comprenez, on a tellement peur du syndrome papivoise. Le syndrome dont ils ont pensé que ce simple petit reportage avait entraîné Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Mais ça n'était pas seulement le cas de Papivoise, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais depuis, combien de gouttes d'eau ont fait déborder le vase du caractère insupportable de l'insécurité? Combien de gouttes d'eau sont venues nous indigner tous les jours quand on arrive à trouver dans quelques journaux locaux la réalité sur la sécurité dans notre pays?
C'est vrai que nous vivons dans la peur aujourd'hui, dans la peur pour les nôtres, dans la peur pour nos enfants, et c'est normal. Mais le pire de tout, c'est que le gouvernement a peur. Et c'est pour ça qu'il ne fait rien. Et ça, en revanche, c'est parfaitement anormal. Alors je vais encore choquer les belles âmes, hein, s'il y en a quelques-unes dans la salle, les bobos, bouchez-vous les oreilles, parce que je vais faire un constat que chacun fait au quotidien, et il n'est pas sans rapport avec ce que je viens de vous dire. Si l'insécurité progresse, c'est que l'immigration monte. Si l'insécurité se généralise, c'est que l'immigration est hors contrôle. Si l'insécurité frappe fort, c'est que l'immigration est encouragée, qu'elle est voulue. Je vais choquer, oui, les belles âmes et les bobos. Mais je le dis et je le redis, le lien entre insécurité et immigration est évident. Et il est prouvé. Je ne sais pas si je serai traîné devant le tribunal de la pensée pour avoir osé dire ce qui apparaît aujourd'hui à tous comme une évidence et que même Nicolas Sarkozy s'en est rendu compte, pour vous dire que ça devait tout de même être flagrant. Bon, c'est pas pour ça qu'il a fait quelque chose d'ailleurs, mais enfin tout de même, il en a fait le constat. L'immigration bouscule le pays parce qu'elle crée des tensions. Parce que l'assimilation ne peut plus se faire. D'abord parce que le concept même d'assimilation a été abandonné, considéré comme une acculturation scandaleuse qu'on demandait à ceux qui nous rejoignaient. Mais aussi parce qu'elle n'est plus possible quand il s'agit d'accueillir chaque année des populations aussi nombreuses, venues des quatre coins du monde. L'assimilation n'est plus possible quand il y a, dans des classes de 30 enfants, 14 ou 15 nationalités différentes. L'assimilation n'est plus possible quand il n'y a pas de travail. Voilà, ça c'est une réalité. Et pour réduire l'insécurité, eh bien il faut aussi, mes amis, stopper l'immigration en visant l'assimilation dans le creuset français et non la juxtaposition de communautés qui toutes cherchent à imposer leur loi à la loi de la République. Et c'est bien en changeant de regard sur le délinquant que nous pourrons enfin faire reculer la peur, faire reculer la violence. Oui, il s'en sera fini du laxisme, de cette victimisation systématique du voyou qui a toujours une bonne excuse pour justifier son acte, alors que la victime, la vraie, est complètement oubliée, méprisée, mise de côté. Oui, le juge doit rendre des comptes sur ses décisions. Ben écoutez, je remettrai les choses à l'endroit. Simplement, le coupable est le coupable et la victime est la victime. Ah! C'est évident. C'est évident, me direz-vous. Mais écoutez, vu le niveau d'inversion des valeurs de nos dirigeants politiques, je dis que ça va quand même mieux en le disant. Et dans l'affaire DSK, ça n'était pas si évident pour tout le monde, non? Dans les décisions de remise en liberté, des représentants de victimes seront systématiquement associés. La présence des victimes dans les commissions de décision de remise en liberté conditionnelle sera prévue et obligatoire. C'est la moindre des choses. Que celui qui a été victime dans sa chair ou dans sa famille puisse être au moins interrogé, entendu par celui qui s'apprête à prendre une décision de remise en liberté conditionnelle. Il n'y a qu'en France que la victime apprend dans le journal
que son violeur a été remis en liberté ou que l'assassin de son fils ou de sa fille a été remis en liberté. Il n'y a pas d'autre pays où ça se passe comme cela. Je prendrai également une mesure d'application immédiate, la fin des remises automatiques de peine, afin d'assurer enfin l'application des peines de prison. Car il y a, entre autres, au moins 2 scandales. Ce sont les 16 000 peines de prison qui ne sont pas exécutées. 16 000 peines qui ne seront jamais en réalité exécutées. Mais il y a un deuxième scandale. Ce sont les peines qui sont ramenées à un niveau dont je me permets de vous dire qu'ils sont dérisoires. Un condamné à 20 ans de prison ferme, mais libéré au bout de 12. Et comment peut-on accepter cela? Et d'ailleurs, comment des peines criminelles prononcées au nom et par le peuple français peuvent-elles être modifiées par un juge? Ce qu'a prononcé le peuple français, et notamment ce qu'a prononcé le jury populaire, seul le jury populaire peut le modifier. C'est ça la souveraineté du peuple français. Et puis, mes amis, comment ne pas voir le risque qu'on fait ainsi courir à nos enfants, aux plus vulnérables, première victime des fous qu'on laisse traîner en liberté. Nicolas Sarkozy avait promis de sortir le glaive contre les violences. Il nous a montré une ridicule épée en plastique, celle qu'on offre aux petits garçons qui se prennent pour des super-héros. La même petite épée en plastique, d'ailleurs, qui avait déjà servi à Jacques Chirac et à Lionel Jospin. Il devait la conserver, je pense. Comment ne pas voir aussi que cette insécurité qui est aussi au cœur des problèmes de l'école, cette insécurité qui est souvent la conséquence de la perte de l'autorité, de la perte du respect, quand l'injure est systématiquement minimisée, quand le geste violent à l'égard du professeur est lui aussi minimisé, quand les délits sont appelés incivilité, quand l'intimidation prend sa place dans la cour de récréation, quand l'enfant et les professeurs ne se sentent plus en sécurité à l'école, quand le métier d'instituteur, de professeur est devenu pénible à cause de cette insécurité et à cause de cet effondrement de l'autorité du maître sur l'élève. C'est cela qui fait qu'aujourd'hui, le métier d'enseignant est devenu aussi difficile. C'est pour ça qu'ils sont aussi mal. C'est pour ça que de plus en plus, eh bien, ils préfèrent faire autre chose. Alors nos frontières ne sont plus maîtrisées, l'insécurité s'abat sur notre pays et la laïcité est chaque jour davantage bafouée. Pourtant, la laïcité est un principe primordial. Rappelons-le, la laïcité consiste à ne pas laisser la religion empiéter sur l'espace public pour respecter la liberté de tous les cultes dans la sphère privée, tant évidemment qu'ils n'empiètent pas eux-mêmes sur la liberté d'autrui. Depuis 1905, nous étions arrivés à un équilibre en France, et c'est cet équilibre que je veux respecter. Et c'est cet équilibre que les candidats de l'UMPS remettent en cause, en permanence. Pourquoi donc François Hollande veut-il introduire la loi de 1905, dite de séparation de l'Église et de l'État, dans la Constitution, si ce n'est pour des raisons bassement électoralistes, pour faire oublier que le Parti socialiste a été à l'origine de toutes les violations de la loi de 1905. Ils sont les premiers, avec les municipalités, à avoir commencé à faire des grands panneaux pour souhaiter les fêtes de l'ensemble des religions. Ce sont les premiers, avec Madame Aubry, à avoir mis en place des horaires séparés dans les piscines. Ce sont les premiers à avoir
détourné la loi de 1905 pour financer les mosquées en France. Mais quel intérêt, puisque l'article 1er de la Constitution dit déjà que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Nicolas Sarkozy devrait relire ça, hein, parce que quand on les reprend tous, là, c'est un peu indivisible, avec le communautarisme ambiant, la discrimination positive, on a oublié, laïque, comme je viens de vous le dire, démocratique, nous n'en parlerons pas aujourd'hui, mais je pense que chaque jour, vous pouvez voir les avancées démocratiques dans notre pays, hein, voilà, où ce sont deux personnes qui décident de qui sont candidats et qui ne sont pas. Quant à social, comme je vous ai dit tout à l'heure, la Grèce étant en train de vivre notre futur, je pense que cet article 1er, à mon avis, pourra être barré si jamais M. Hollande et M. Sarkozy ou M. Sarkozy sont demain élus. Alors je continue cet article 1er. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Écoutez, c'est très bien. En réalité, la seule modification utile de la Constitution est celle que je propose. En introduisant cette disposition qui nous protégera du piège du communautarisme, la République ne reconnaît aucune communauté. Ce qui permet de dire non à toutes les revendications communautaristes qui sont portées dans notre pays chaque jour, en tout lieu, en toutes circonstances. Pas seulement d'ailleurs, mes amis, dans le public, mais aussi dans le privé. Parce qu'on pense souvent au public, mais on ne pense jamais au privé. On ne pense jamais à tous ces chefs d'entreprise qui sont tous les jours confrontés à des problèmes de revendication religieuse. Tous les jours. Et qui ne peuvent s'appuyer sur aucun texte, qui n'ont aucune légitimité pour dire non, pas de salle de prière, non, pas d'horaire séparé, non, pas de jour férié spécifique, non, pas de tenue religieuse ostentatoire. Alors, face à cette vide de la Constitution, eh bien, ce vide, à ce qui est devenu un vide de la Constitution sur le problème du communautarisme, ils sont perdus, ils ont besoin. Nous avons besoin d'introduire ce texte dans la Constitution. Il faut étendre largement le principe de laïcité pour n'avoir qu'une et une seule citoyenneté en France. La défense et la promotion de ce principe essentiel seront assurées par un ministère de l'Intérieur, de l'Immigration et de la laïcité. Car plus un seul, derrière les apparences de campagne, ne défend réellement la laïcité. Et vous le savez bien. Jean Glavany, conseiller de François Hollande, a dans une récente interview, où il ne cite d'ailleurs jamais l'islam, mais il s'attaque durement à l'Église catholique, qui bénéficierait encore de privilèges exorbitants à ses yeux. Mais mes chers amis, auraient-ils tous oublié que la France est un pays de tradition chrétienne ? Pense-t-il avoir déjà fait de nous des nomades au point d'avoir tranché ainsi brutalement nos racines? Ont-ils tous oublié que la France est le pays du blanc manteau de cathédrale, que durant 15 siècles, le catholicisme fut la religion de la quasi-totalité des Français? Mais cette histoire, soyons-en fiers et cessons de vouloir la nier ou de vouloir la contourner. Sur certaines parties du territoire national existent d'autres traditions religieuses, respectables d'ailleurs. Ainsi, à La Réunion, où je viens de me rendre, j'ai visité un temple hindouiste. Nos compatriotes d'origine tamoule, venus du sud de l'Inde et qui vivent dans ce département d'outre-mer, sont souvent pratiquants. L'absence de reconnaissance des religions ne conduit pas à les ignorer, et encore moins de faire preuve d'hostilité à leur égard, comme l'a fait Jean Glavany. Celui-ci va jusqu'à demander la suppression du régime concordataire qui vous régit, vous, en Alsace-Moselle. Et je reviendrai sur ce point.
Enfin, il y a une volonté de dissimulation du véritable projet de la gauche de François Hollande et de Daniel Cohn-Bendit. Projet que l'UMP et Nicolas Sarkozy peuvent signer dès demain. Quel est-il? À force de compromission et de soumission à la finance mondialiste, le Parti socialiste et l'UMP ont perdu le peuple de France. Alors pour conserver les privilèges et les rentes du pouvoir, il leur faut changer le peuple. L'immigration massive ne suffit plus. Figurez-vous que la fondation socialiste Terra Nova veut instaurer en France une citoyenneté musulmane. Oui, mais il faut lire ce qui sort des cercles de réflexion du Parti socialiste. Vous me direz, Terra Nova, c'est celui qui voulait que l'élection présidentielle se fasse avec des notes. François Hollande parle couramment de France métissée, comme si le métissage relevait de l'espace public et non de la sphère privée où deux êtres qui s'aiment se retrouvent pour fonder une famille. Mais la gauche a perdu le sens de la République. Elle a largué les valeurs républicaines. Elle veut diviser les Français selon leur religion et leur origine pour mieux les opposer. Et comme d'habitude, ce projet ne sert qu'un seul intérêt, celui des puissants, de ceux qui n'ont pas envie d'avoir face à eux un peuple français uni, rassemblé et déterminé à tout changer. Alors de son côté, bon, ça dépend des mois aussi. Parfois, Nicolas Sarkozy flatte les religions. En général, c'est quand on s'approche de l'élection. Toutes les religions. Mais méfiez-vous, mes chers amis. Comme les trains, une religion peut en cacher une autre. Souvenez-vous du discours de Latran. Le curé serait supérieur à l'instituteur. Et si demain, M. Sarkozy décide de nous dire que l'imam dans les écoles coraniques est supérieur à nos professeurs, on risque quand même d'avoir un petit peu la sueur au front. Nicolas Sarkozy est un adepte du multiculturalisme anglo-saxon. Lui d'ailleurs qui se félicite qu'on le nomme Sarko l'américain. Souvenez, il faisait son jogging avec un YPD sur le... Son modèle en réalité c'est ce pays où l'archevêque de Canterbury s'est prononcé pour l'application de la charia aux musulmans vivant en Angleterre. On est arrivé au bout du communautarisme. Et cette voix éminente n'est pas isolée dans une culture qui fait du droit à la différence le fondement d'une société où l'individu relève de la communauté de diverses natures avant d'être de son pays. Ces communautés ne sont pas seulement religieuses, elles sont aussi ethniques. Eh bien moi je ne veux pas de ce modèle. Je ne veux pas pour la France d'une société fragmentée, où le citoyen disparaît au profit de l'affilié. Je veux défendre l'article 1er de la Constitution française, en toutes circonstances. Je veux la pleine application de la loi de 1905. Ce n'est pas à la laïcité à s'adapter à une religion, quelle que soit cette religion. Le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme se sont adaptés à la laïcité, pas d'ailleurs sans difficulté. Eh bien l'islam devra s'adapter à la laïcité, socle de la République, fondement de nos valeurs. Alors on me dit, mais Madame Le Pen, vous êtes une fausse laïque, vous défendez une fausse laïcité parce que vous parlez du fondamentalisme islamique. C'est-à-dire que je parle de la réalité, des problèmes qui existent aujourd'hui en France. On me répète en général, oui mais regardez, Saint-Nicolas du Chardonnay. Saint-Nicolas du Chardonnay. J'ai jamais entendu, moi, que Saint-Nicolas du Chardonnay allait effectuer des pressions ou des menaces ou chercher à faire changer la loi de la République. Je n'ai pas entendu que les Juifs exigeaient d'avoir des revendications religieuses. Je n'ai pas entendu qu'on avait aujourd'hui un problème avec les protestants qui exigeaient ceci ou cela. Le problème aujourd'hui, c'est le problème de ceux qui exigent
au nom du fondamentalisme islamique. Il est là le problème. Alors, est-ce qu'on a le droit de le dire? Et si d'ailleurs beaucoup de musulmans ont fait cet effort de se soumettre à la laïcité, pourquoi d'autres s'y opposent? Si ce n'est évidemment dans le cas d'un bras de fer que certains voudraient bien gagner face à la République. Vous me direz, avec M. Hollande et M. Sarkozy, ce bras de fer, ils vont le gagner, parce que M. Hollande et M. Sarkozy, ils ont des petits bras tout mous pour s'opposer au fondamentalisme islamique. Pourquoi la laïcité? Parce qu'il faut éviter ce qui divise, ce qui oppose, et ne retenir que ce qui unit, ce qui rassemble dans l'amour d'un pays qui a besoin d'un peuple tout entier derrière lui. Alors prenons des mesures d'application immédiate pour remettre au premier plan ces principes. Les usagers du service public ne doivent pas afficher de manière ostentatoire leurs convictions religieuses. Pour eux, comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour les agents, les signes religieux ostentatoires seront interdits si je suis élu. Et j'assume en vous disant qu'effectivement je pense au voile, parce que je le considère comme un insupportable symbole de soumission de la femme. Dans les cantines publiques, la nourriture à caractère religieux, comme la nourriture halal, sera prohibée. Mais pour au moins, chers amis, pour au moins deux raisons. D'abord parce que cette nourriture est certifiée par un organisme religieux qu'il faut rémunérer. Donc autoriser ce type de nourriture, c'est donc subventionner un culte en contradiction formelle avec la loi. C'est donc bafouer la République. Mais de surcroît, l'école publique laïque et républicaine ne peut pas être le lieu de revendications touchant à des interdits alimentaires. À ceux qui ne sont pas contents, mes amis, je leur rappelle que la cantine n'est pas obligatoire. Et accessoirement, que l'école publique n'est pas obligatoire. Il y a aussi l'école privée. On sait bien, et on se cache les yeux, que dans certains quartiers, sous la pression islamiste, des commerces finissent par ne plus proposer à leurs clients que de la nourriture halal. Et je suis la seule. Oui, je suis la seule à avoir le courage de le dire. Je suis la seule à avoir le courage de dénoncer que dans un certain nombre de villes, ou de quartiers, il n'existe plus une seule boucherie non halal. Mais parce que des pressions sont effectuées sur ces commerçants, des pressions insupportables. J'ai rencontré un commerçant d'un marché et un certain nombre de journalistes qui étaient présents pourraient d'ailleurs en témoigner. Un commerçant de Sarcelles qui est agressé régulièrement parce qu'il a un étal de boucherie non halal. Bombes lacrymogènes, crachats sur la nourriture. Et ce sont des faits qui sont en train de se multiplier, mes amis, dans l'indifférence générale de nos dirigeants. Alors il va bien falloir faire quelque chose. Le porc n'est plus servi dans de nombreuses cantines scolaires. Tout le monde doit donc s'adapter aux interdits religieux de quelques-uns. Mais c'est pas ça la démocratie.
C'est celui qui a donc la règle la plus dure, qui doit l'imposer aux autres. Mais ça n'est pas notre vision. Ça n'est pas comme cela que ça fonctionne dans notre pays. Dans certaines classes, les professeurs ne peuvent plus enseigner librement, sans risquer d'être accusés de racisme ou de blasphème. Alors je vous le demande, va-t-on retourner à des temps ténébreux? Le blasphème sera-t-il bientôt pénalement puni en France? Déjà, il a fallu mettre le professeur Redeker sous protection policière et l'inciter à changer de domicile parce que ses propos avaient déplu aux islamistes. Voilà ce qu'est devenu la France de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. La République tremble. La République tremble devant les fondamentalistes. Et on se laisse faire sans rien dire. Eh bien, ça n'est pas ma conception. Dans les hôpitaux, le personnel masculin peut difficilement soigner les patientes. Non seulement je mettrai fin à ces pratiques honteuses, dangereuses et dégradantes, mais je les interdirai sous peine d'expulsion du territoire national pour les étrangers. Il n'y a, chers amis, que par la fermeté que nous réglerons cette dérive dont je considère qu'elle est éminemment grave. Dans les quartiers où sévissent les fondamentalistes, il devient chaque jour plus difficile d'échapper à la pression communautariste et religieuse. L'État est dans l'incapacité d'y faire respecter la liberté de conscience et les faits divers d'agression menés pendant le ramadan contre ceux qui ne se plient pas à ce même ramadan se multiplient. Comme tout principe, la laïcité doit s'appliquer avec intelligence et discernement, en prenant en compte les contraintes de la géographie et de l'histoire. Ici même, en Alsace-Moselle, qui connut 3/4 de siècle si douloureux et si tourmenté, le Concordat de 1801 et les articles organiques sont toujours en vigueur. Les cultes catholiques, luthériens, calvinistes et israélites y appartiennent à l'espace public. Leurs desservants sont rémunérés par l'État. Les cimetières peuvent avoir un caractère confessionnel. Cette situation est un legs de l'histoire. Eh oui, l'histoire. C'est important, l'histoire. Je sais que Nicolas Sarkozy ne fait plus apprendre l'histoire de France à l'école, mais pourtant l'histoire, ça compte. Eh bien, les dispositions du Concordat ne seraient être étendues à d'autres confessions. Elles n'ont pas connu... Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas connu dans cette région les mêmes vicissitudes. Or, vous le savez, depuis quelques années, perce la volonté d'étendre le régime concordataire à l'islam sous prétexte que, si cette religion était absente d'Alsace-Moselle en 1801, elle y serait aujourd'hui présente. Mais c'est un argument fallacieux, parce que d'autres cultes y étaient aussi inconnus il y a 2 siècles et y comptent aussi désormais des fidèles. Pourtant, lundi dernier, 6 février, le premier cimetière municipal musulman de France a été inauguré à Strasbourg. Le maire socialiste Roland Ries, avec la complicité de l'ancienne maire UMP, Fabienne Keller, ils ont tous les deux, complicité, délibérément contourné la loi. C'est une étape évidemment vers l'extension du Concordat à l'islam en Alsace-Moselle. C'est une tentative insidieuse qui a coûté tout de même 800 000 € aux contribuables strasbourgeois. Mais ne soyez pas dupes, c'est évidemment pour l'UMPS et ses satellites Verts et Modem une subtile manière d'imposer l'islam dans l'espace public. La République est intelligente. Le droit local d'Alsace-Moselle en est une preuve. Mais son extension lui ferait perdre sa spécificité. Surtout en matière religieuse, et je devrais dire en matière politico-religieuse, toute concession sera vite interprétée comme une capitulation. Et vous savez que ça marche plutôt bien. Je vous donne la recette. Occupez une rue en y priant tous les vendredis, au mépris de la laïcité et de l'ordre public. Vous pourrez le faire sans difficulté, tant que personne, en l'occurrence moi, n'en parlera. Puis, quand l'affaire commence à produire quelques vagues dans l'opinion, exiger une caserne à 1,40 € le mètre carré en plein Paris. Enfin, quand on vous aura livré cette caserne,
continuez de prier dans la rue et vous aurez gagné. Vous pouvez reproduire ça comme ça indéfiniment. Hein. Alors, avec Sarkozy et Hollande, c'est en permanence fondamentaliste 1, République 0. Eh bien, vous le savez, mes amis, la victoire changera de camp si je suis élu. Et alors, que dire, puisque c'est dans l'actualité, de leur petit manège avec le Qatar? C'est le nouveau paradis de l'UMP et du PS. Hein. Ils passent leur vie là-bas, le Qatar. Faut trouver, hein, c'est tout petit. Hein. Eh oui, le Qatar ne se limite pas à placer sa rente pétrolière dans le sport ou l'immobilier de luxe. Le Qatar ne se contente pas de s'emparer ou de tenter de s'emparer d'industries stratégiques françaises avec la complicité du gouvernement. Le Qatar investit aussi massivement dans les banlieues françaises. L'ambassadeur du Qatar en France gère depuis l'an dernier un fonds de 50 millions d'euros pour aider, selon ses propres dires, les Français d'origine arabe. Mais cette ingérence qui est discriminante au sein du peuple français s'est aussi traduite par des visites d'élus de banlieue dans cet émirat. Élus UMP et PS sélectionnés sur une base ethnico-religieuse. Mais je veux dire, quand je vous disais tout à l'heure que je craignais beaucoup pour l'article 1er de la Constitution française, vous voyez que je n'étais pas trop pessimiste. Mais ces assauts répétés contre la laïcité, contre l'indivisibilité de notre nation, s'inscrivent dans le choix assumé pour la diversité contre l'égalité républicaine. Par diversité, entendez bien sûr la diversité ethnique, hein, celle qui se voit, et pas la diversité sociale, dont leur politique ultralibérale assure qu'elle n'existera jamais. L'UMP et le PS ne jouent pas le social, ils jouent la couleur de la peau, dans une vision terriblement dégradante de l'être humain. Combien de fois les Nicolas Sarkozy, les Jack Lang ou les Anne Nauvergeon n'ont-ils pas vanté la discrimination positive pour les minorités et donc la discrimination négative pour la majorité? Il ne fait plus bon en France être issu d'un milieu populaire car on n'a aucune chance de rentrer dans les quotas qu'ils sont en train de mettre partout en place. Plus ou moins sournoisement d'ailleurs. Ces Français sont aussi les oubliés de ces folles dérives communautaristes. Il ne fait pas bon être un enfant d'ouvrier, d'employé, de paysan, un enfant de la classe moyenne dans cette France communautarisée qu'ils veulent imposer aux Français. Cette idéologie différentialiste n'est qu'un racisme inversé. Elle conforte les replis communautaires et crée un incroyable sentiment d'injustice. Même ceux qui sont censés en bénéficier se trouvent lésés. Ils sont soupçonnés d'être là où ils sont par la seule grâce d'une discrimination. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas s'interrogent aujourd'hui à son propos et reviennent en arrière. En Allemagne, Angela Merkel reconnaît l'échec du communautarisme. Mais cela n'empêche pas Nicolas Sarkozy d'y foncer tête baissée. Alors qu'en France, les différences individuelles restent dans la sphère privée. Que le droit à l'indifférence l'emporte sur le droit à la différence. Que le talent, le mérite et l'utilité commune soient les seules distinctions dans la vie publique de la nation. Le seul choix est la citoyenneté, le mérite, le talent, l'effort. Et pour cela, il faut supprimer la discrimination positive partout. Les conventions ZEP, Sciences Po, vous en avez entendu parler, là, du richissime monsieur Descoings, qui s'octroie plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois de salaire. Eh bien, elles seront interdites, parce qu'elles sont contraires à l'égalité, parce qu'elles sont un cache-misère qui ruine le concours républicain et qu'elles empêchent enfin de régler les vrais problèmes de fond. Je veux et je me battrai pour une république une et indivisible. Je veux
Pour la France, la liberté de chacun dans sa sphère privée pour permettre l'égalité dans l'espace public afin d'assurer entre tous les Français la fraternité. Oui, mes chers compatriotes, j'aime trop la France pour accepter de passer sous silence ce qui l'affaiblit, ce qui la ronge. Je crois trop en la France pour accepter qu'elle s'oublie elle-même. Les Français sont comme moi, tout entiers tournés vers leur pays, vers cette France éternelle qu'ils chérissent et qu'ils veulent voir redressée, fière, solide, maîtresse d'elle-même, renforcée dans ses valeurs. Oui, je serai le meilleur garant de la sécurité des Français parce que je romprai avec l'immigration et le laxisme. Oui, je défendrai la solidarité nationale que les Français doivent aux Français. Oui, je remettrai notre justice à l'endroit. Oui, je défendrai partout la République contre le fondamentalisme. La France est belle quand elle sait où elle va. La France est grande quand elle se respecte. Vive la République! Vive la France!